On pense souvent la richesse en termes de chiffres, sur un compte en banque. Mais bon, si cette vision était limitée. Si la vraie richesse en fait se nichait ailleurs, dans notre manière de vivre. Absolument. Aujourd'hui, on va explorer un peu différentes perspectives sur ce qu'est la richesse, en naviguant entre la sagesse antique et puis des voies plus actuelles. La question de fond, c'est l'argent, est-ce une fin en soi ou juste un outil? C'est une très vieille question en fait. Les penseurs de l'Antiquité, Socrate par exemple, avaient déjà des idées assez claires là-dessus. Ah oui? Oui, il disait que plus riche est celui qui se contente de peu, car la richesse est dans la nature. La richesse est dans la nature, Intéressant. et une autre de ses pensées va dans le même sens. Celui qui ne se contente pas de ce qu'il a ne se contenterait pas non plus de ce qu'il veut. Donc, l'accent est vraiment mis sur la maîtrise de soi, sur la modération des désirs, plutôt que sur l'accumulation sans fin, quoi. Exactement. Ça bouscule pas mal nos réflexes contemporains, ça. On est tellement focalisé sur la croissance, la possession, mais est-ce que cette richesse intérieure, ça suffit? C'est là que ça devient plus nuancé. Il y a un dialogue attribué à Platon, l'Eryxias, qui creuse un peu cette idée. D'accord. Il suggère que la richesse matérielle, l'or par exemple, c'est ni bon ni mauvais en soi. Sa valeur, elle dépend entièrement de la sagesse de celui qui l'utilise. Comment ça? Si on ne sait pas s'en servir correctement, avoir de l'or ne rend pas plus riche. Finalement, seul le sage, celui qui sait comment bien user des ressources, serait vraiment riche. Ah oui, je vois. Donc selon cette vision, quelqu'un avec peu de moyens mais beaucoup de sagesse serait en fait plus riche qu'un milliardaire qui gaspille sa fortune ou qui l'utilise mal. C'est exactement ça. C'est une remise en cause fondamentale de nos indicateurs habituels de richesse alors. Tout à fait. Et cette idée que la richesse peut se retourner contre nous, elle est exprimée très directement par un autre philosophe, Bion de Boristen. Qu'est-ce qu'il disait lui? Quelque chose de très fort. Tu ne possèdes pas ta fortune, c'est elle qui te possède. Une mise en garde donc contre le risque d'être asservi par ses propres biens. Ça fait vraiment écho à des préoccupations très modernes. Le consumérisme, la charge mentale liée à tout ce qu'on possède. Oui, Ce n'est plus un outil, mais ça devient une chaîne, en quelque sorte. précisément, l'accumulation peut devenir un fardeau, plus une libération. Et cette tension, elle traverse le temps. Si on regarde des figures plus contemporaines, Oui. on retrouve des questionnements similaires, même s'ils sont exprimés différemment. On peut penser à Desmond Tutu, par exemple. Il disait que les biens matériels, la wealth, ça ne suffit pas à combler nos aspirations profondes, les human longings. Tout à fait. Pour lui, la vraie richesse, c'était aussi, et peut-être surtout, dans l'action pour les autres. Contribuez au bien commun, même modestement. Faites votre petit bout de bien là où vous êtes. Ça introduit une dimension essentielle, la richesse relationnelle sociale. Celle qui naît du don, de l'empathie, de l'action pour la justice. Et Malala Yousafzai, elle prolonge cette idée, non? Oui, en soulignant la valeur de l'investissement dans l'humain. Surtout l'éducation. Sa formule est frappante. Les livres sont un meilleur investissement que les balles. C'est puissant comme image. Et elle critique aussi cette vision où seul l'argent compterait, en ignorant ce qu'elle appelle la puissance du soin, souvent assumée par les femmes. La richesse se redéfinit alors. C'est l'autonomisation par le savoir, c'est l'égalité, le soin mutuel. C'est une vision très humaniste finalement. Exactement. Et puis, il y a ce témoignage, presque brutal, de Jim Carrey. Ah oui, sa fameuse phrase « Je pense que tout le monde devrait devenir riche et célèbre pour voir que ce n'est pas la réponse ». Venant de quelqu'un qui a connu ça au plus haut point. C'est ça. Ça montre bien le vide potentiel de ces accomplissements-là. Attention, il ne dit pas que c'est sans valeur, mais que ce n'est pas la réponse ultime, ni au bonheur, ni à la quête de sens. Alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, la modération de Socrate, le risque d'être possédé par ses biens selon Bion, l'importance de l'altruisme pour Tutu, l'investissement dans l'humain chez Malala, et puis le constat de Carré. Quelle image de la vraie richesse émerge de tout ça? Ce qui est fascinant, c'est de voir cette convergence malgré les époques et les contextes. La vraie richesse, ça semble moins être une question d'accumulation qu'une question d'équilibre. D'équilibre. Oui. Savoir se contenter, donc la modération, mais aussi contribuer, la solidarité, trouver du sens à ce qu'on fait, et surtout préserver sa liberté. Liberté de temps, liberté de choix, liberté par rapport aux désirs superflus aussi. Donc ce n'est pas tant combien on possède, mais plutôt comment on vit avec ce qu'on a. Et ce qu'on en fait? Être riche, au fond, ce serait peut-être juste avoir suffisamment pour être libre. C'est ça, une liberté intérieure, avant tout. Exactement. Une liberté qui fait qu'on n'est pas défini uniquement par son patrimoine matériel. Et ça nous ramène à cette phrase anonyme, un peu provocatrice, mais qui fait réfléchir. Et laquelle? Certains sont si pauvres
qu'ils n'ont que de l'argent. C'est percutant, ça. Une pensée forte pour conclure notre exploration et qui invite chacun, sans doute, à s'interroger sur sa propre définition de la richesse.